Hebdo. Ghislaine Kounda. Bonjour et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, le Kasaï central est-il le nouveau Kivu, une région oubliée de tous? En un an, des massacres ont fait des centaines de morts et 1 million de déplacés. Un chef de tribu a-t-il le pouvoir de créer le chaos dans une région? Quel est le rôle de l'État congolais dans ces violences? Analyse avec nos experts dans un instant. Que se passe-t-il au Kasaï central, en République démocratique du Congo? Depuis près d'un an, la région est en proie à de violents affrontements entre les forces de l'ordre et une rébellion. Selon l'ONU, les massacres ont fait plus de 400 morts, dont 2 experts des Nations Unies. Ils ont été assassinés en mars dernier alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes. L'ONU compte désormais 1 million de déplacés. La situation sur place est dramatique. Écoutez le témoignage de Louise Ngandou, politologue. Elle s'occupe d'une ASBL qui œuvre au Kasaï. Les témoignages qui nous viennent de terrain sont vraiment alarmants et nous laissent sans voix parce que nous avons l'impression que la tragédie qui se joue à l'est se déplace vers le centre du Kasaï. Et les témoignages qui nous sont parvenus, c'est que il y a eu des femmes et des filles qui ont été violées. Certains ont pu se présenter aux centres médicaux les plus proches. On nous a avancé le chiffre d'une 60aine de femmes et de filles violées, c'est-à-dire celles qui ont accepté de venir témoigner. Et elles disent qu'elles auraient été violées par des militaires. Donc, beaucoup n'osent pas sortir, beaucoup n'osent pas dénoncer. Et ça, c'est vraiment un travail. Par des militaires de groupes armés rebelles ou par des groupes armés de la force Difficile à dire. Difficile à dire. Pour ces femmes, elles disent que c'était des militaires. Ils étaient en tenue. Et là, c'est l'uniforme des FARDC. Donc, à ce stade ici, c'est très, très difficile d'avoir une information précise sur les auteurs. Mais dans tous les cas, quels que soient les auteurs, quels qu'ils soient, ils doivent être poursuivis parce que c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Voilà le témoignage de Louise Ngandou, politologue. Alors, à l'origine de ces violences, il y a un an, c'est le refus de l'État congolais de reconnaître la nomination de Jean-Pierre Mpandi en tant que chef de la tribu Kamwina Nsapu. Plusieurs analystes disent que c'est parce qu'il soutenait l'opposition. S'en est suivi des affrontements dans lesquels le chef lui-même a été tué. On en parle avec Dieudonné Ouamou Oyetambwe, politologue. Bonjour. Bonjour. Et Cheikh Fita, animateur du site info en ligne des Congolais de Belgique. Bonjour. Bonjour Kounda. Alors, d'abord, Dieudonné, quelle est l'importance d'un chef de tribu dans le paysage politique de la RDC? Ils ont une si grande influence que ça? Les chefs traditionnels ne sont pas que les chefs de tribus. Souvent, c'est vraiment des pouvoirs établis qui règnent sur une entité, sur une aire géographique bien déterminée. Et selon les régions, selon les cas, ces chefs ont une importance qui peut être très très grande dans la gestion de leurs sujets, parce que les sujets de ces chefs sont toujours liés à eux, même quand ils sont en extraterritorialité, parce qu'ils se reconnaissent toujours quelque part de ce lien-là à une ethnie, à une tribu, à une chefferie traditionnelle. Et déjà depuis l'époque coloniale, on a essayé d'intégrer ces chefferies traditionnelles dans la gestion moderne de l'État, avec des fortunes diverses. Dans certains cas, ça marche plutôt bien, dans d'autres un peu moins. Mais en tout état de cause, c'est difficile de gouverner le Congo sans tenir compte de l'importance ou de la place et du rôle de ces chefferies traditionnelles. Alors, c'est ce qui explique les déplacés, 1 million de déplacés et 400 morts décomptés par l'ONU. On peut imaginer que Jean-Pierre Mpandi ait cette influence-là ? Ce qui se passe maintenant, c'est que le phénomène à la base des violences dans le Kasaï est allé au-delà de la thématique ou du seul cas de Kamwina Nsapu, de Jean-Pierre Mpandi, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de nébuleuse de personnes qui contestent le pouvoir central ou qui protestent contre les violences commises par les forces armées ou par l'autorité publique et qui se réclament tantôt de Kamwina Nsapu, tantôt d'autres choses. Donc, dans cette nébuleuse, on ne peut pas attribuer toute la responsabilité de la contestation, de la protestation aux seuls fidèles ou partisans de Kamwina Nsapu. Sans oublier que, à la base, il y a aussi et surtout une mauvaise gestion de la contestation par le pouvoir central.
Au-delà même des funérailles ou du corps du chef de Jean-Pierre Pandi, il y a eu aussi beaucoup d'autres violences qui ont été commises à Kananga, dans les cités avoisinantes, ainsi de suite, dans lesquelles beaucoup de familles ont perdu des jeunes gens surtout. Et tout cela ne se règle pas uniquement avec une négociation avec la famille des chefs traditionnels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au-delà même à côté du fait qu'on l'a tué, il y a eu aussi une atteinte au régime des croyances et au régime symbolique dans lesquels les gens se retrouvent. Quand vous allez profaner des objets symboliques traditionnels auxquels les gens sont attachés, ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Et cela laisse des traces pendant très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus qu'une simple négociation avec la famille de seul défunt André Pandi. Il faut vraiment une solution beaucoup plus globale pour essayer de mettre fin au système ou au régime actuel de violence, répression contre répression qui malheureusement a déjà fait beaucoup trop de... Alors Dieudonné Ouamou Oyatomboé, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe au Grand Kasaï et ce qui s'est passé au Katanga, ce qui se passe encore au Kivu, les richesses minières restent toujours l'enjeu principal ? Les richesses minières sont certainement un élément important dans les déclenchements des violences ou dans les violences qui ensanglantent le Congo depuis des lustres. Mais tout ne se résout pas que à ces richesses minières, d'autant plus que ces situations sont très différentes. La sécession katangaise a été beaucoup plus quelque chose qui a été fait aussi à l'instigation de l'ex-puissance coloniale et d'autres intérêts occidentaux. Donc on peut pas lier ça forcément à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce qui se passe dans le Kasaï aujourd'hui, ça tient beaucoup plus aussi d'une mauvaise gouvernance, d'un affaiblissement de l'autorité étatique et de la manière dont les gens se reconnaissent ou ne se reconnaissent pas dans les institutions qui sont censées les représenter. Alors, un nouveau gouvernement a été nommé mardi. Les ténors de l'opposition le qualifient déjà d'illégitime parce qu'il a été nommé en dehors de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et quoi, cet accord du 31 décembre est caduc, il ne fait plus référence ? Malheureusement, aujourd'hui, on peut dire que les circonstances font penser que cet accord ne va plus jamais s'appliquer. En tout cas, pour la majorité au pouvoir, elle considère que cet accord est appliqué, mais dans la réalité, quand vous le suivez dans les détails, cet accord n'est pas appliqué et ne le sera probablement plus. Vous pensez qu'il est caduc ? Je pense qu'il est caduc, tout comme la Constitution elle-même aussi est en train d'être rendue progressivement caduque. C'est qui ouvre la voie à un référendum, c'est qui est l'hypothèse qui, de mon point de vue, est celle qui arrange le plus le pouvoir en place. Vous pensez que Joseph Kabila fait tout pour organiser un référendum en vue de modifier la Constitution, pour qu'il reste plus au pouvoir et que la Constitution l'autorise à rester au pouvoir ? C'est l'hypothèse qui aujourd'hui me semble la plus plausible, d'autant plus que quand vous avez en face de vous des gens qui sont responsables de l'organisation des élections, mais qui eux-mêmes sont aussi les bénéficiaires de la non-organisation des élections, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux ? Vous parlez des frondeurs qui ont rejoint le nouveau gouvernement, par exemple, ou ceux qui constituent le nouveau gouvernement. Il y a d'une part la majorité qui veut conserver ses positions, et puis d'autres qui ont compris que mieux vaut être avec eux que de rester en marge et de ne rien avoir. Une stratégie d'ailleurs peut-être pour diviser l'opposition. Voilà. Il y a aussi dans ce contexte la question de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, opposant historique, mort à Bruxelles le 1er février dernier. Une fois de plus, le rapatriement de son corps à Kinshasa a été reporté. Cela devait se faire ce vendredi, hier, mais l'UDPS y a renoncé parce que la famille du défunt et les autorités ne sont toujours pas d'accord sur la question de son inhumation en RDC. Cheikh Fita, qu'est-ce qui bloque ? En fait, le blocage ne se trouve pas au niveau de l'UDPS. Quelqu'un est mort. On lui rend hommage, on l'enterre. Quelqu'un comme Étienne Tshisekedi, c'est pas le premier venu. Dans un État normal, c'est l'État lui-même qui aurait dû prendre les devants et proposer des pistes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le 1er février, quand on a annoncé la mort d'Étienne Tshisekedi, j'ai suivi la télévision nationale. Aucun mot. Alors que toutes les chaînes du monde avaient déjà annoncé cela. C'était déjà le premier signe. Mais la famille veut enterrer Étienne Tshisekedi au siège de l'UDPS à Kinshasa et pas dans un cimetière. En fait, la famille avait, à un premier moment, accepté de l'enterrer dans le carré proposé par le gouverneur de la ville. Mais quand ils sont allés à Kinshasa, au siège de l'UDPS, il y avait un monde fou qui a dit « il n'est pas
possible qu'on enterre Etienne Tshisekedi à cet endroit-là. Parce que le problème d'Etienne Tshisekedi, c'est pas le problème d'un homme, c'est un opposant historique. Voilà, le mot historique dit tout. Il y a des milliers et des millions de gens qui se reconnaissent en lui. Et qui l'attendent de pied ferme. Et qui l'attendent de pied ferme, le temps qu'il faudra pour l'attendre. Ce qui fait peur au pouvoir. Voilà. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est que c'est une bombe à retardement. Oui, ça créerait une émeute nationale. Oui. À Kinshasa, si on annonce, même par faux bruit, aujourd'hui que le corps de Tshisekedi atterrit, vous avez des millions de gens dans la rue, directement. Et donc, la vraie raison, c'est qu'il y a une grande peur du pouvoir d'être balayé par la rue dans un mouvement que personne ne contrôle. Et donc, ils sont tout heureux de garder encore longtemps le corps de Tshisekedi en dehors de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Dieudonné Ouamou Oyatombwe et Cheikh Fita, d'avoir répondu à nos questions.